Le premier bulletin de la journée que nous ouvrons avec cet incendie qui s'est déclaré dans la maison du journaliste Cheikh Yérim Seck cette nuit, Cheikh Tidiane. Oui, la maison Fati a été prise d'assaut par des jeunes de Ngor pour éteindre le feu qui s'est déclenché sur la terrasse. Selon Seneweb, le journaliste et sa famille n'occupaient pas la maison au moment des faits et pour le moment, l'origine donc de l'incendie n'est pas encore déterminée. Nous restons à Ngor avec ces affrontements entre policiers et la population qui n'ont pas épargné plutôt le restaurant Le Baron situé donc à Yoff. Il a été incendié lors de ces vagues de violence causant d'énormes dégâts matériels. Selon les propriétaires, des millions sont partis en fumée, réduisant le restaurant en cendres. On suit ce reportage signé Habib Faye avec les images d'Alioune Diagne. La confrontation entre les Ngorois et les gendarmes n'est pas sans conséquence. Le restaurant Le Baron n'a pas été épargné par cette vague de violence. Il a pris feu dans la nuit de mardi à mercredi. Un réveil douloureux pour les propriétaires. C'est à cause des manifestations. Ils ont jeté des bombes lacrymogènes et tout. Ça a pris feu. Le toit, il y avait une bâche et des pailles. Peut-être ça a déclenché l'incendie. On avait fermé déjà avec l'odeur des lacrymogènes. On ne pouvait pas supporter. Donc mon frère il a fermé, il est rentré à la maison. On a essayé d'appeler les pompiers, mais en vain. En vain. Pendant plus d'une heure, ça brûlait comme ça sous nos yeux. On ne pouvait même pas s'approcher parce qu'il y avait les policiers, il y avait les jeunes. Donc on ne pouvait pas s'approcher. Des dégâts énormes sont notés. Plus d'une centaine de millions partis en l'air. Dégâts que matériels quand même. Alhamdoulilah, on rend grâce à Dieu. Il n'y a pas eu de pertes humaines, il n'y a pas eu de blessés. Alhamdoulilah. Quant aux employés, ils risquent d'aller au chômage. Lu doy waar, lu diis, lu ñu metti, lu ñuy jaaxal ak lu ñu bett trop. Plus de 20 personnes ñu ngi fi di ci suturlu, di ci liggéey, di ci daan seen doole, di ci suturaal seen njaboot. Ces victimes invitent l'État à leur prêter main forte. On tend la main à tout le monde, surtout à l'État, parce que ça, c'est pas facile à retaper, le remettre sur place, c'est pas facile, parce que c'est un investissement assez lourd quand même, des centaines de millions, ça fait plus de 100 millions là. Le feu n'a rien laissé sur son passage. Il a réduit en cendres ce restaurant familial. Ce matin, aux alentours, que des débris de gaz lacrymogène sont éparpillés. À côté, des véhicules calcinés, des fils électriques à terre, toujours fumants. Habib Faye, merci. Et puis, éducation à présent, Cheikh Tidiane, le SAEMS et le QCEMS en grève totale ce jeudi. Bien c'est après le débrayage de ce mercredi. Ces enseignants exigent la matérialisation des accords par le gouvernement. Les deux syndicats condamnent les ponctions effectuées sur les salaires des enseignants sans raison et comptent corser la lutte dans les prochains jours. Ils ont fait face à la presse, compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Les syndicats d'enseignants, le QCEMS et le SAEMS se déterrent la hache de guerre et seront en grève totale ce jeudi après le débrayage de ce mercredi. Nous invitons les enseignants du Sénégal à respecter le plan d'action ci-dessous pour exiger l'appurement du passif des accords et l'arrêt systématique de toutes les dérives liberticides. Le plan d'action se décline comme suit. Aujourd'hui, mercredi 10 mai 2023, débrayage à 10h, suivi d'une conférence de presse. Jeudi 11 mai, grève totale à l'échelle du pays. Conférence de presse conjointe, ces deux syndicats d'enseignants exigent à l'État la matérialisation des accords, car selon les enseignants, le gouvernement actuel a versé dans la radicalisation en optant pour l'omerta. Depuis quelque temps, le gouvernement du Sénégal verse dans la provocation et l'abus, car suite au plan d'action d'alerte lancé par le G7 pour exiger une matérialisation diligente des accords, ce gouvernement a opté pour la radicalisation. En continuant à faire l'omerta totale sur ces questions, en proférant des menaces
Les enseignants s'indignent et condamnent les ponctions effectuées sur leur salaire sans raison valable. Les deux syndicats condamnent avec véhémence les prélèvements sauvages et inacceptables effectués sur les salaires au mépris des dispositions réglementaires. Ces pratiques malsaines qui ne visent qu'à spolier d'honnêtes travailleurs qui ne demandent que le strict respect de leurs droits ne feront que galvaniser les soldats du savoir en les poussant à se mobiliser davantage pour exiger l'appurement du passif social. Pour faire face à cette situation notée, le CUSEMS et le SAEMS comptent dans les jours à venir corser la lutte. La persistance du statu quo notée de la part des autorités par rapport à la matérialisation des accords, le CUSEMS et le SAEMS envisagent de procéder à la diversification des stratégies de lutte avec le boycott des évaluations et des examens, le refus de toute forme de collaboration administrative, la suspension des enseignements-apprentissages à travers la présence négative. Toutefois, les enseignants tendent la main aux autres camarades syndicalistes mus par les mêmes intérêts à venir se joindre à leur mouvement pour assurer un meilleur portage des préoccupations des enseignants. Et puis le tribunal de grande instance de Thiès a rendu son verdict hier dans l'affaire opposant les pêcheurs de Kayar à ceux de Mboro. 16 d'entre eux ont écopé de 2 mois fermes alors que 3 ont été condamnés à 3 mois de prison. Compte rendu signé Cheikh Anta Diop. Sur les 33 pêcheurs jugés au tribunal de grande instance de Thiès, les 15 ont été relaxés. 16 écopent d'une condamnation de 2 mois fermes et les 2 autres 3 mois fermes. Ils sont condamnés pour coups et blessures volontaires. Le tribunal a requalifié les faits. Selon l'avocat de la défense, Maître Fati, le parquet a pris une décision d'apaisement. La relaxe aurait pu être étendue à tous les habitants de Mboro parce qu'il y a un doute, au moins il y a un doute dans ce dossier. Les autres ont été condamnés à 2 mois d'emprisonnement. Même s'il s'agit d'une décision d'apaisement, nous estimons que, à notre avis, que si les avis sont partagés, je pense que la relaxe aurait dû profiter à tout le monde. Mais le dernier mot revient au tribunal. Et au moment opportun, on avisera avec les parents des prévenus pour voir l'opportunité ou non de relever appel ou pas. Pour rappel, 33 pêcheurs de Kayar et Mboro avaient comparu devant le tribunal de grande instance de Thiès en flagrant délit pour coups et blessures volontaires ayant entraîné mort d'homme et destruction de biens appartenant à autrui. Ce procès fait suite aux violents affrontements regrettables du 2 avril 2023 ayant opposé en mer les 2 communautés des pêcheurs de la Grande Côte. Ces événements survenus à Kayar et Mboro ont occasionné des violences physiques graves sur les personnes ainsi que des dégradations de biens dans ces localités. Cheikh Anta Diop, merci. Et puis football, CAN U17 historique, les Lionceaux en demi-finale, ils sont également qualifiés pour le mondial. C'est la même catégorie, évidemment. Oui, cela fait suite à cette victoire éclatante face à l'Afrique du Sud de 5-0 avec en doublé d'Amara Diouf. Je vous propose de suivre le compte-rendu de ce match et la conférence de presse d'après-match avec Chersadi Boudiara. Coup double pour l'équipe nationale U17 du Sénégal. Victorieuse devant l'Afrique du Sud en quart de finale, elle se qualifie pour le dernier carré de la CAN U17 et pour le prochain mondial de la catégorie. Une qualification qui se dessine dès la première période. Les Sud-Africains tiennent 35 minutes avant de sombrer. Ils se font même harakiri en marquant 2 buts contre leur camp en moins de 3 minutes par le défenseur Reneke à la 36e et le capitaine Wallis à la 39e. Benjamin Wallace failing to clear his defenses. Les Lionceaux, bien lancés, clôturent la première mi-temps par un 3e but qui porte la signature de Mamadou Sadio. L'Afrique du Sud sonnait et par la suite à la merci du Sénégal qui ne se prive pas d'inscrire des autres buts. Des réalisations du capitaine et fer de lance des Lionceaux, Amara Diouf, auteur d'un doublé à la 54e et 72e minute de jeu. Ses 4e et 5e buts dans cette compétition qui font du sociétaire de Génération Foot l'actuel meilleur buteur et très probable meilleur joueur de la CAN U17 Algérie 2023. Avec cette large victoire de 5-0, le Sénégal est le premier qualifié pour les demi-finales. Une rencontre prévue dimanche à partir de 16h
contre le vainqueur du quart de finale Nigeria-Burkina Faso de ce jeudi soir. En attendant de connaître son adversaire, les Lionceaux peuvent savourer leur place à la Coupe du Monde U17 du 10 novembre au 2 décembre prochain dans un pays pas encore désigné par la FIFA. Merci, cher Sadibou Diarra. Voilà, Fatih, c'était tout donc pour l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette première tasse Actu nationale. À tout à l'heure pour le Wolof. Tout de suite, la page internationale avec Marcel Farba Maroun. Marcel, en Guinée, 7 morts ont été enregistrés dans des manifestations anti-junte. Il s'agit, selon Fatih, d'un bilan qui a été rendu public par l'opposition. Des manifestations qui ont eu lieu mercredi 10 mai en Guinée contre la junte au pouvoir ont tué 7 personnes et fait plus de 30 blessés par balle, selon le collectif d'opposition qui a organisé ces manifestations. Le collectif a annoncé plus précisément l'assassinat de 7 citoyens par balle et de 32 blessés par balle, dont 13 cas graves, dans un communiqué donnant un bilan provisoire transmis mercredi soir. Il fait également état de 56 arrestations et appelle à la poursuite des manifestations pacifiques et citoyennes ce jeudi 11 mai, poursuit le communiqué. Les forces vives de Guinée avaient appelé le 3 mai à une reprise des manifestations avec une série de protestations à Conakry et dans le pays à partir de mercredi. Elles réclament l'ouverture d'un dialogue crédible en vue d'un retour rapide des civils à la tête du pays, la levée de l'interdiction de toute manifestation instaurée par la junte en 2022 et la libération de leurs membres emprisonnés, ainsi que l'arrêt de ceux qu'elle dénonce comme un harcèlement judiciaire exercé par les autorités. Le même jour, les responsables du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC, Oumar Silla alias Fonike Mangue, Ibrahima Diallo et Mamadou Biloba sont sortis de prison à 22h30 et ils sont totalement libres, a affirmé Abdoulaye Oumoussou, le responsable de la communication du FNDC. Imran Khan, le Premier ministre pakistanais, a été placé en détention provisoire pour une durée de 8 jours après sa comparution mercredi 10 mai dans une affaire de corruption devant un tribunal spécial. L'audience a eu lieu dans les locaux de la police où il a passé la nuit après son arrestation mardi. Et pendant ce temps, des manifestations dans plusieurs villes ont viré à l'émeute. Les partisans d'Imran Khan accusent le gouvernement et l'armée de vouloir évincer l'ex-premier ministre de la scène politique afin qu'il ne puisse pas se présenter aux prochaines élections qui devrait avoir lieu dans les prochains mois, ce que réfute le gouvernement. En attendant, au total, le bilan fait état d'au moins 6 personnes qui sont mortes dans des incidents liés aux manifestations, selon la police et les hôpitaux. Et selon toujours la police, près de 1000 manifestants ont été arrêtés dans la province du Pendjab, la plus peuplée du pays, et 130 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Aux États-Unis, c'était le grand retour de Donald Trump en prime time sur CNN et cela n'était pas arrivé depuis 2016 pour cette chaîne d'information abondamment conspuée par l'ancien président. C'était aussi la première apparition de Donald Trump depuis qu'il a été reconnu responsable d'agression sexuelle par un tribunal de New York. À la question « Craignez-vous que cette affaire vous discrédite auprès des électeurs ?» Trump répond « Au contraire, cela n'a fait qu'améliorer mes sondages ». L'ancien président condamné donc pour agression sexuelle refuse toujours de reconnaître sa défaite à la dernière présidentielle. Il dit, je cite, « Les élections étaient truquées » et quand la journaliste lui demande s'il s'engage à accepter le résultat de la prochaine présidentielle, Donald Trump refuse, sauf, dit-il, si ces élections sont honnêtes. Sous sa présidence, le milliardaire avait multiplié les coups d'éclat contre les médias et particulièrement CNN, qualifié d'ennemi du peuple. En octobre dernier d'ailleurs, l'ancien président avait même porté plainte contre la chaîne qui l'accusait de l'avoir diffamé pour le dissuader de se présenter à l'élection 2024. On termine cette page internationale avec une note de football en Ligue des Champions. L'AC Milan accueillait, entre guillemets, ce mercredi soir, c'était mercredi soir, donc son rival milanais de l'Inter dans le mythique stade de San Siro en demi-finale allée de Ligue des Champions. Au-delà de l'importance de la rencontre, avec un ticket qualificatif pour la grande finale de la compétition, les deux adversaires du soir sont de véritables rivaux historiques en Italie qui partagent plus de 110 ans d'histoire commune. Le derby della Madonnina est donc l'un des plus grands derbys du football mondial.
Si l'AC Milan et l'Inter Milan ont croisé le fer plus de 230 fois dans l'histoire du Calcio, les deux écuries milanaises ne se sont rencontrées que 4 fois en Ligue des Champions. 2 victoires des Rossoneri, 2 matchs nuls et 0 succès pour les Nerazzurri. Et pour cette 5e confrontation européenne, l'Inter a vaincu le signe indien en repartant avec une sérieuse avance de 2-0. Avec ce résultat, l'Inter Milan prend une option sur la qualification, mais l'AC Milan est encore vivant et pourra sûrement compter sur le retour de Rafael Leao au match retour qui sera sur la même pelouse, mais cette fois sous le nom du stade Giuseppe Meazza. Rendez-vous mardi prochain, Sœur Nafati. Merci beaucoup Marcel pour la page internationale. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif Dia.